Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, évidemment première vidéo du mois dit bilan du mois dernier. Donc je vais te parler de mon bilan du mois de mars, avec vraiment des lectures très différentes, des notes très différentes aussi. En fait bon, il y a eu une phase personnelle un peu difficile et du coup j'avais besoin de lectures assez légères et donc c'est vrai que j'ai lu pas mal de romances au mois de mars. Et comme beaucoup de genres, il y a à boire et à manger. Donc on va commencer par mes lectures 2 étoiles, avec 2 romances justement, où vraiment ça n'a pas été le coup de cœur. Pole Position de Luna Joyce. Dieu sait que j'avais entendu du bien sur cette romance, ça ne l'a pas fait du tout. Autant l'univers de la F1 est vraiment chouette, c'était la première pour moi. J'ai vraiment aimé découvrir l'adrénaline des courses, des lignes d'arrivée, ça c'était très chouette, mais alors la romance, non, vraiment pas pour moi. J'y ai pas cru une seule seconde, j'ai pas trouvé les personnages attachants. Il y a des moments un peu bizarres, notamment une scène où ils sont dans la piscine et ils manquent plus ou moins de se noyer. Enfin, je sais pas, moi j'appelle pas ça de la séduction, je trouve ça juste dangereux. Mais bon, soit, c'est peut-être juste moi qui suis pas drôle. Et surtout, en fait, on tourne en rond, leur relation n'avance pas. C'est toujours les mêmes problématiques, les mêmes pensées et on tourne en rond et au bout d'un moment c'est chiant quoi. Voilà, donc en fait je me suis relativement ennuyée et le côté adrénaline des courses n'a malheureusement pas réussi à sauver cette romance. The Bribe de Daphne Perry. Là on est sur une small town entre une célébrité sous une fausse identité et un shérif. Ça s'appelle The Bribe parce que ça démarre par un pot de vin, une rencontre entre deux et lui il la reconnaît en tant que star, j'entends, et donc elle lui propose un pot de vin pour ne rien dire. Sauf que, en fait, il ne compte pas accepter son argent, mais il ne lui dit pas. Elle croit qu'il va accepter son argent, ça commence comme ça. Et en fait, c'est juste très pénible parce qu'il n'y a aucune communication. Elle en parle tout le temps de « Oh, mais il a l'air génial, il a l'air bien, mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il a accepté mon argent ?» Pose-lui la question. Vraiment, enfin voilà, pareil, on tourne en rond pendant un petit moment. Ensuite, il y a un passage où ça y est, les choses se mettent au clair. Et là, on va s'embarquer dans une enquête, pour le coup, qui est assez sympa. Mais alors, le dénouement n'a aucun sens. Vraiment, enfin j'étais très déçue, j'aimais bien cette ambiance enquête plutôt intéressante, mais vraiment la personne coupable, d'où elle sort. La romance, je n'en parle même pas, ils sont ensemble en moins d'une semaine, c'est l'amour de leur vie en à peine 2, enfin bon, tout va trop vite, moi j'aime pas trop ça. Il y a slow burn et slow burn, certes des fois c'est très long, mais alors là, c'était un peu rapide, donc pareil. Même l'ambiance small town n'a pas réussi non plus à sauver cette romance. Lecture 3 étoiles, ça y est, on monte d'un niveau, avec 5 lectures. Quand les oiseaux reviendront, de Merja Maki chez Charleston. Pourtant, destin féminin, contexte historique de la guerre en Finlande, ça aurait pu m'intéresser, mais j'ai pas adhéré à l'écriture. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais j'ai une distance qui s'est instaurée entre moi et le personnage principal. Et j'ai pas réussi vraiment à vibrer au gré de ses péripéties, de ses aventures, de ses épreuves. Je saurais pas vraiment expliquer, mais juste voilà, je suis restée à distance et comme je n'ai pas réussi à m'attacher, forcément difficile d'apprécier la lecture. Même si elle évolue et que ça peut être intéressant, je sais pas, c'est pas un personnage que j'ai spécialement aimé suivre. Je l'ai pas détesté, hein, mais en fait j'étais relativement indifférente à ce qui pouvait lui arriver. Un essai avec sensationnalisme de Johan Veriac. C'était une réception masse critique Babelio, du mois de mars du coup, ou fin février, je ne sais plus. Et ça avait l'air très intéressant. Un essai sur le sensationnalisme, c'est-à-dire cette manière qu'ont les médias de manière générale de toujours en faire plus. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus vulgarisateur. Alors peut-être est-ce ma faute, parce que c'est vrai que c'est pas spécialement ce qui est dit non plus, mais c'est vraiment un essai, je pense, qui sera beaucoup plus utile aux personnes en études dans les domaines de la communication, des médias, etc. Parce qu'il y a beaucoup de références à des penseurs ou des écrits sur ce sujet que je ne connais donc pas, puisque je me suis jamais spécialement intéressée à ce sujet, mais c'est balancé comme ça, comme si c'était normal, sauf que ça ne l'est pas quand on ne connaît pas. Des moments, d'un coup, il se met à vulgariser et on comprend sa pensée, et ensuite on repart sur un truc où on ne sait pas trop où il va. Donc je ne sais pas. À la fin, finalement, dans sa conclusion, il écrit que son essai est aussi un peu brouillon, entre guillemets, parce que le thème en lui-même est difficile à délimiter, et que c'est forcément une manière pour lui aussi de montrer à quel point c'est bouillonnant comme thématique, parce qu'au final, ça regroupe beaucoup de thèmes différents. Mais j'ai eu l'impression qu'en fait, j'aurais pu lire que la conclusion, et j'aurais absolument tout compris de ce qui avait été dit avant. Donc bon, voilà, ça ne l'a pas fait pour moi. Ce n'est pas un mauvais essai en tant que tel, mais je pense que je n'ai pas été le bon public pour. Mais par contre, voilà, pour des personnes qui sont déjà très intéressées ou en études sur ces sujets-là, par contre, je pense que c'est un essai très intéressant qui va justement voir un peu dans d'autres thématiques.
Sur leurs traces de Petroni Rostagna, le dernier paru chez HarperCollins de thriller de cette autrice, dont j'entendais beaucoup parler, j'étais très contente de pouvoir lire un roman d'elle. Malheureusement, encore une fois, la sauce n'a pas pris du tout, l'intrigue, bon, somme toute intéressante, le dénouement, je l'ai pas vraiment compris, enfin si je l'ai compris, mais je veux dire, je le trouvais vraiment sorti de nulle part et un peu improbable. Le truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe et on se dit, mais enfin, toutes ces pages pour ça, et rien qui ne laissait présager cette fin, surtout aucun indice qui permettait de comprendre que peut-être on se dirigeait vers cette fin. Donc on est un peu surpris, mais pas dans le bon sens du terme. Et surtout, il y a un effet, alors que moi je déteste personnellement, bon, encore une fois ça c'est un goût très personnel, mais c'est cette manière de distiller des informations à travers les dialogues. Ce qui fait que parfois il y a des dialogues et des personnages qui sortent des trucs qui ne sonnent pas du tout naturels. Il y a une scène voilà, comme ça qui m'a marqué, où un personnage, donc il est, je sais pas, 1h ou 2h du matin, c'est un flic au bout de sa vie, il est fatigué, il se lance dans toute une diatribe sur pourquoi est-ce que le quartier de Stalingrad est devenu un quartier de crack. Et on a envie de dire, mais personne ne dirait ça dans la vraie vie, et encore moins un policier à 1h du matin qui est au bout de sa vie. Donc je comprends l'idée de vouloir faire passer une information, mais je trouve que cette manière de le faire via le dialogue, qui le rend du coup très superficiel et très étrange, moi je suis pas fan du tout. Donc je pense que je resterai quand même un thriller d'elle, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait être intéressant, juste celui-là, qui en plus est le 5e d'une saga autour de l'inspectrice. Voilà, ça l'a pas fait, mais je reste quand même curieuse de cette autrice. Scottish Twist d'Alexandra Lagan, une lecture romance évidemment, en numérique uniquement, c'est vraiment les petites lectures qui font plaisir pour moi, c'est les lectures doudou au même titre qu'une romance de Noël Netflix, voilà, Irish Wish avec Lindsay Lohan sur Netflix, voilà. On s'attend pas à grand chose, ça reste mignon, il y a quand même des rebondissements, j'avoue que l'intrigue a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas spécialement. Dans les paysages écossais, donc c'est une avocate qui va en Écosse sous une fausse identité pour essayer de tâter un peu le terrain envers son client. Sauf qu'évidemment, elle va tomber amoureuse et se rapprocher de ce client, mais sans lui dire la vérité. Jusqu'au moment où la vérité finit par éclater. Et c'est là que les choses prennent une tournure intéressante et que la romance n'est pas forcément, enfin ne prend pas le chemin auquel on pourrait s'attendre. C'est ce qui fait que j'ai bien aimé, même si voilà, c'est pas trois pattes un canard non plus, mais c'était très agréable, ça se lit vite, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là, et pour moi voilà, c'est un petit plaisir coupable comme une comédie Netflix. On termine avec ma dernière lecture, 3 étoiles, Katie de Michael McDowell. Ce n'est pas que c'est un mauvais roman, mais j'étais assez déçue de cette lecture. J'entendais tellement de bien de Michael McDowell, Blackwater par-ci, Blackwater par-là, les aiguilles d'or Katie, machin. Bon, je me suis dit, il va falloir que je saute le pas, et comme j'avais très envie d'horreur vers la fin du mois, je me suis dit, bon, c'est le moment, Katie, c'est en plus, c'est un one-shot, c'est de l'horreur, ça devrait le faire. C'est vrai que ça se lit vite, c'est très addictif, on ne voit pas les pages passer, il se passe tellement de choses qu'on est entraîné dans les péripéties, et voilà, on avance très très vite. Mais au-delà de ça, enfin pour moi c'est vraiment du vite consommable, vite oublié. Le personnage de Katie est exécrable, bon c'est fait exprès, mais vraiment en fait elle est bête. Et du coup il y a des moments où on se dit mais enfin pourquoi? C'est un peu le bien contre le mal de manière très manichéenne et un peu pas très subtile. Voilà, le seul intérêt c'est ce côté effectivement un peu gore, on sent que l'auteur s'est éclaté à écrire des scènes très jouissives, et c'est vrai qu'il y a certaines scènes très jouissives, mais au-delà de ça, ça fait très feuilleton. Alors on va me dire que oui, c'était écrit comme un pastiche, mais même en le sachant, je sais pas, il y a... Peut-être que j'en attendais trop justement et que j'espérais un roman plus touffu, et qu'au final, bon, il a écrit ce qu'il avait envie d'écrire, mais par rapport à ce que j'en attendais, forcément je n'ai pu qu'être déçue, et je ne sais même pas si je relirai du Michael McDowell. Lecture 4 étoiles avec 5 lectures encore une fois. Plus vaste que le monde de Delphine Giraud. C'était la lecture d'un des derniers book clubs avec Cube. Et donc on part au Guatemala aux côtés de Zach et Maya, un père et sa fille adoptive. Et ils partent au Guatemala puisque Maya a été adoptée dans ce pays. Et qu'évidemment, l'adolescence arrivant et sa mère étant décédée, elle a une forte envie de comprendre d'où viennent ses racines, son passé, son identité. Donc ça va être une quête qui va prendre une tournure aussi très inattendue puisque ce roman va aborder un sujet très fort. Pas trop envie de le dire pour pas spoiler, mais voilà, il va y avoir une profondeur à laquelle on ne s'attend pas spécialement au début. Et en même temps, c'est aussi une très belle histoire d'humanité, de relations familiales avec les retrouvailles entre la famille de Zach, toujours au Guatemala, et lui, et la découverte donc de sa fille. Enfin voilà, c'est plein de belles émotions, ça se lit très vite, c'est très dépaysant, on apprend beaucoup sur ce pays, sur les coutumes. Les paysages sont magnifiques, donc voilà, une très jolie lecture qui plaira à toutes les personnes qui aiment ce genre de roman de littérature française un peu dépaysante avec de belles relations humaines. Les Cités de poussière de Nell Pfeiffer. J'ai eu un gros coup de cœur pour L'Engrange-Temps, et forcément quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman, je n'avais qu'une envie, c'était de le lire. Là on est sur un one-shot, toujours en young adulte par contre, mais dans un univers entre
science-fiction et fantasy dans le sens où le monde n'est plus vraiment vivable avec des températures mortelles, tout est désertique sauf 4 cités sous dôme qui ont été créées grâce à une étrange poussière magique, et cette poussière permet à certaines personnes d'avoir des pouvoirs, on pourrait dire, et qui sont en fonction de ces fameuses 4 cités. L'autrice réussit à aborder des thèmes très variés, l'écologie, l'art, la mémoire, l'identité, avec une intrigue vraiment palpitante, il y a beaucoup de rebondissements, on ne s'ennuie jamais, ça prend des tours et des détours inattendus, c'est assez génial, vraiment ça se lit très très vite. Il y a évidemment une jolie romance, moi il m'en faut toujours une pour que j'aime ça. Vraiment une très belle lecture young adulte, il n'y a pas grand chose à dire, j'ai pas eu un coup de cœur. Peut-être parce que, je ne sais pas en fait. Je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur, mais ça reste vraiment une excellente lecture young adulte. Et l'univers est vraiment intéressant et j'ai aimé cette manière d'inclure des thématiques très contemporaines et très actuelles à une intrigue très bien menée. Là-dessus, il y a vraiment rien à dire. The Long Game d'Helena Armas, la queen de la romance pour moi, enfin l'une des queens de la romance pour moi, avec The Spanish Love Deception que j'ai adoré. Donc The Long Game, on arrive dans l'univers du soccer, du football. Un Enemies to Lovers assez génial, franchement, que dire, les personnages masculins, mais Helena Armas sait tellement bien les écrire, ils sont bienveillants, et franchement, lui qui se dit comme un connard égoïste, si tous les connards égoïstes pouvaient lui ressembler, le monde s'en porterait que mieux. Donc voilà, c'est drôle, c'est touchant, c'est intéressant parce que le personnage principal féminin est assez froid, assez sérieux, on comprend vite pourquoi, hein. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'attacher à elle au début, et ça continue de battre en brèche mes propres préjugés, où j'ai beau savoir qu'une femme n'est pas obligée d'être douce, gentille, empathique, et ben n'empêche qu'on a été tellement conditionné qu'on a un peu de mal à s'attacher à ce genre de personnage au début. Donc j'aime bien justement ces personnages féminins qui me poussent un peu dans mes retranchements et qui me forcent à admettre que je suis encore pas mal conditionnée finalement sur certaines choses, même si j'essaie de faire un travail de déconstruction à ce niveau. Mais voilà, les scènes de smut, génial. L'autrice réussit à rendre une séance de yoga incroyablement sexy, et il se passe rien de particulier mais il faut la lire. Donc voilà, et point très important et que j'ai beaucoup aimé, il y a le soin après le sexe, et ça c'est quelque chose dont on parle assez peu finalement dans les romances, et j'ai beaucoup aimé que le personnage masculin s'en préoccupe. Donc tout bon, 100% réussi pour Helena Armas. Magie à Manhattan, le premier tome d'une saga de Ali Terine. Là on est sur une romance MXM qui se passe dans un New York alternatif du 19e ou 20e siècle, je ne sais plus. 19e il me semble. Ou début 20e. J'avoue que j'ai oublié. Bon, bref. J'aime beaucoup les romances MXM finalement. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans celle-là, alors c'est l'intrigue évidemment, donc on a des reliques hyper dangereuses qui vont essayer d'être interceptées par un groupe mené de personnes ayant des pouvoirs et un homme qui n'en a pas mais qui est au courant de l'existence de cette magie. Et l'autre personnage principal a le pouvoir en fait de lire le passé des objets en les touchant, au risque de se perdre dans ses visions, mais en tout cas il a ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant pour ce groupe, puisqu'il pourrait permettre de savoir où sont les reliques, comment les activer ou les désactiver, enfin voilà, puisqu'il peut voir toute l'histoire de l'objet. La romance MXM donc entre lui et celui qui n'a pas de magie, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que celui qui n'a pas de magie est très riche, très beau, etc. Et du coup il s'interroge régulièrement sur la notion de consentement, dans le sens où même si l'autre disait oui, est-ce un vrai oui à partir du moment où il y a une différence de hiérarchie, une différence de classe sociale, une différence d'argent? Est-ce que cette personne n'oserait pas dire non, tout simplement? Et donc il veut être vraiment, vraiment sûr que ça soit un vrai oui. Et j'ai beaucoup aimé cette approche du consentement qui est, somme toute, très intéressante. Au-delà de ça, voilà, la romance est adorable, très mignonne. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue, pareil, pleine de rebondissements, de péripéties, avec un soupçon de magie. Enfin voilà, c'était une très bonne lecture. L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas, un autre roman horrifique que j'ai beaucoup aimé, notamment parce que ça parle en fait de 4 auteurs d'horreur, donc j'aime bien ce côté un peu méta de parler d'écriture d'horreur dans un roman d'horreur. Donc 4 auteurs d'horreur dans des styles assez différents, qui sont invités le temps d'un week-end à Kill Creek, une maison hantée réputée. Pendant le week-end, il va évidemment se passer des choses un peu étranges, mais ça ne prend que la moitié du roman à peu près. Ensuite, ce qui va vraiment être intéressant, c'est que le week-end va se finir, mais cette maison ne va pas les laisser tranquilles, et on va les retrouver plusieurs mois après. Et donc j'ai beaucoup aimé cette suite. On pourrait s'attendre que tout se passe juste dans la maison le temps du week-end, mais au final ce n'est que l'installation des premiers éléments étranges, des premières choses, mais c'est surtout l'après que j'ai vraiment beaucoup aimé, jusqu'à un dénouement beaucoup plus violent, beaucoup plus gore, mais très intéressant. Et donc j'ai aimé parce que c'est horrifique, certes, mais il y a plein de moments où il se passe rien de gore ou de sanglant ou d'horrible. C'est vraiment une bonne ambiance, avec quelques scènes qui j'ai trouvé sont équilibrées, c'est pas too much, la résolution est intéressante, les personnages sont attachants et la fin est assez étonnante, je m'y attendais pas. Enfin bref, franchement ça a été une très bonne lecture d'horreur.
Enfin, lecture 5 étoiles. Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien d'India Holton. J'ai adoré ce roman. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais vraiment, il faut lire ce roman. C'est de la cozy fantasy à l'époque victorienne. Donc on a des combats d'ombrelles, on a du thé, on a des conventions, on a de la romance, de l'humour, et beaucoup d'humour. L'autrice se moque des tropes en romance, c'est excellent, vraiment, j'ai éclaté de rire plusieurs fois. Juste, c'est génial, en fait, c'est exactement ce qu'il faut pour le printemps, pour s'amuser, s'évader, se dépayser pour les beaux jours. Vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre. Lisez, c'est absolument génial. Bon, à condition d'aimer la cozy fantasy, évidemment. Un long voyage de Claire Duvivier. On reste dans la fantasy, mais d'un tout autre genre, avec ce court roman qui parle d'un long voyage, mais qui n'est pas celui auquel on croit. Un enfant qui va être adopté, c'est un bien grand mot, mais bon, bref, il faut le lire pour comprendre, et qui va donc raconter son histoire, toute sa vie passée. Lui qui a été mêlé à des événements historiques dans un empire qui va finir par s'effondrer. Et donc on va assister aux dernières années de cet empire, avec voilà, un côté très politique, mais pas que, et c'est surtout une relation d'amitié et de respect qui va se tisser entre lui et la personne pour qui il va travailler, et donc cette personne qui elle-même va vivre des aventures somme toute étonnantes. C'est assez dur à résumer parce que c'est très différent de ce qu'on peut lire, mais la plume est géniale, et je me suis retrouvée à vraiment ne pas pouvoir poser le roman tellement c'était intéressant, prenant, original. Enfin, je suis déjà très fan de Guillaume Chamanadjian, et voilà, Claire Duvivier commence à prendre une place pour moi. Hein. Ils écrivent à peu près en même temps, mais je l'avais encore jamais découverte, et je comprends voilà, la hype autour de ce duo. La parabole du semeur d'Octavia Butler, un classique que je n'avais encore jamais lu, du roman d'anticipation, et quelle claque, c'était absolument génial. J'ai adoré la plume, la manière dont c'est écrit, donc comme un journal écrit par l'héroïne, dans un monde quand même qui est le nôtre, puisque ça commence en 2024, ça se termine en 2027 et quelques. Et ce qui est fou, c'est que ça a été écrit dans le début des années 90, et l'autrice a été vraiment visionnaire, parce que ce qu'il se passe dans le roman, c'est à peu près ce qu'il se passe actuellement, en un peu plus extrême, mais on n'en est pas si loin, avec des catastrophes climatiques, des incendies parce que la terre est sèche et qu'il fait très chaud, la violence, la misère, la pauvreté, la drogue, les armes, en plus on est aux États-Unis, enfin voilà, juste les riches qui arrivent plus ou moins à s'en sortir, une nouvelle forme d'esclavagisme, on pourrait dire, enfin bref, elle a réussi à décrire un monde qui est quasi celui qu'on a, c'est assez triste, en parlant en plus d'un nouveau président qui promettait monts et merveilles, et évidemment ça ne se fait pas. Donc vraiment c'est très très beau, mais ce n'est pas que sombre, c'est aussi une belle leçon d'espoir, puisque l'héroïne va rédiger ce qu'elle appelle le livre des vivants, et c'est une sorte de nouvelle religion, spiritualité en tout cas, qui essaye d'associer une forme de foi, de confiance, d'espoir à l'action. Enfin voilà, pour elle, espérer si on ne fait rien, ça ne sert à rien, mais ce n'est pas non plus de l'action désespérée. L'idée qu'on réussira à planter des graines et qu'on peut encore faire quelque chose, qu'il y a encore une humanité sur cette terre. Et donc voilà, c'est ce mélange absolument génial entre spiritualité, post-apo, dystopie, enfin c'est assez génial, c'est très très bien écrit, enfin je comprends son statut de classique, et pour moi c'est vraiment un incontournable à découvrir. L'aliéniste de Caleb Carr. On change complètement de registre avec un thriller policier assez épais mais qui se lit tout seul. On est dans le New York de la mafia, des gangs, de la prohibition. On est voilà, dans un New York miséreux avec plein de bars plus ou moins légaux. Et dans ce New York-là, il y a un serial killer, il n'y a pas d'autre terme, qui tue uniquement des adolescents travestis homosexuels, avec une violence très rare. Disons-le, c'est pas dans le premier chapitre, mais quasi le deuxième ou le troisième. Il y a force détail sur l'état du corps qu'on retrouve. Voilà, ça commence bien, il faut avoir le cœur accroché, mais ça reste très très bien écrit. Et on va suivre donc 3 personnages. Il y a Theodore Roosevelt qui à l'époque est préfet de police, qui essaie de nettoyer la corruption de la police, etc. Et donc qui va devoir, laisser une nouvelle manière d'enquêter, parce qu'il sait très bien que si ça passe par les voies normales, l'enquête n'aboutira jamais. On a un journaliste qui est le narrateur, qui est ami depuis longtemps avec lui, et donc qui va se retrouver embrigadé dans cette enquête. Et surtout, il y a l'aliéniste, leur 3e et dernier ami, donc un psychologue, psychiatre pourrait-on dire, qui a des pensées pas très conventionnelles et qui donc est plutôt moqué et rejeté par ses pairs du monde médical. Sauf qu'il fait ses preuves, et c'est finalement le début du profiling dans ce roman, puisque l'idée c'est de se dire que si le meurtrier laisse des corps dans cet état avec des mutilations très particulières, etc., c'est que ça veut dire quelque chose. Surtout que ces victimes sont quand même très spécifiques. Et donc l'idée ça va être de partir des meurtres,
pour essayer de déterminer le profil du tueur et de ensuite évidemment faire des recherches pour trouver qui pourrait correspondre à ce profil. Donc c'est vraiment très bien fait, c'est assez génial. C'est très intéressant sur la partie justement psychologique, comment est-ce que chaque meurtre vient infirmer ou confirmer certaines hypothèses sur le profil du tueur, etc. Chaque personnage évidemment a ses a priori, il y a certains qui sont plus ouverts que d'autres, enfin voilà, je vais pas tout dire, mais l'enquête est vraiment très prenante, c'est encore une fois très bien écrit. Donc je comprends que ça soit un classique et je suis ravie qu'il ait été réédité récemment parce que je pense que ça fait partie des romans à lire pour celles et ceux qui aiment le genre évidemment. Passage très rapide sur ma dernière lecture 5 étoiles qui est le tome 7 de Free Run, le manga. Je vais pas parler du tome 7 parce que bon voilà, c'est le tome 7, mais toujours pour dire que j'adore toujours autant cette saga, que ce soit le personnage de Free Run, de Fern ou de Stark. Enfin voilà, j'aime le dessin, j'aime l'histoire, j'aime les personnages, j'aime tout. J'ai hâte de lire la suite qui est parue, hein, c'est juste moi qui suis très en retard. Et on termine évidemment par le coup de cœur du mois, Terre brisée de Claire Leslie Hall. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un énorme coup de cœur sur de la littérature étrangère comme ça, mais là, ça a tout ce qu'il faut. Triple temporalité, paysage anglais, des relations et des dynamiques personnelles absolument géniales parce que d'une complexité, enfin moi j'adore, j'ai ressenti des trucs incroyables. La construction est vraiment maîtrisée, ce qui fait qu'il y a un suspense fou jusqu'à la fin du roman. Bon, il faut le lire, mais en gros l'idée c'est qu'on va avoir à chaque fois le point de vue de Beth. Ça commence par un procès, on ne sait pas trop qui est mort et on ne sait pas qui est l'accusé. Et donc cette partie-là, on va pas le savoir avant un sacré moment dans le livre, et c'est pour ça que la construction est très bien menée. C'est que vraiment, on n'a pas vraiment idée de ce qui se passe à ce moment-là avant un bon moment. À partir de ce procès, on va alterner deux époques. Le moment où Beth est une adolescente qui va rencontrer Gabriel Wolf, un jeune aristocrate riche qui n'est pas forcément apprécié dans ce petit village, on va dire plus paysan entre guillemets, mais c'est une passion adolescente incroyable, c'est un amour d'été d'une profondeur folle, jusqu'à ce que les choses se gâtent. Et on retrouve cette Beth des années plus tard, mariée avec Frank, paysan, mais avec qui ça se passe très bien, ils sont très amoureux, sauf que Gabriel Wolf revient. Et ça va être le début, évidemment, de choses complexes, puisqu'on va découvrir ce qui s'est passé dans les années précédentes dans la vie de Beth, donc une vie assez difficile. Et ça va vraiment aborder des thématiques très fortes, mais avec une très belle plume. L'amour, évidemment, la passion, la jalousie, le deuil, la rancœur, la colère, la rage, des thématiques finalement assez universelles mais qui sont traitées d'une très belle manière. Vraiment les relations des personnages, mais j'adore leur complexité, ce sont des personnages qui sont loin d'être tout blancs ou tout noirs, ce sont juste des humains avec leurs erreurs, leurs imperfections, leurs désirs, leurs envies. C'est très bien écrit et encore une fois je le redis, mais la construction est géniale, je n'ai vraiment pas su qui avait tué qui avant un bon moment et j'avais fait énormément de suppositions dans ma tête. Donc il faut le lire. Il faut le lire. Terre brisée de Claire Leslie Hall, vraiment c'était incroyable, c'est chez Charleston et vraiment je ne peux que le recommander quand on aime ce genre de récit évidemment, mais on est entre le thriller, le roman de relation, un roman historique d'une certaine manière parce que c'est aussi les années 50-60, vraiment tout ce que la littérature anglo-saxonne a de meilleur à mes yeux. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as lu un des romans dont je parle ou à me dire quelle était ta ou tes lectures préférées du mois de mars. Tu peux donc me laisser tout ça en commentaire et je te dis à très vite. Ciao ciao!